Les problèmes de singularité par les déplacements dans les problèmes d'éléments finis. L'objectif de cette capsule est d'introduire le concept de degré de liberté libre et les enjeux qui y sont associés. Nous verrons que cette notion est peu intuitive et nous présenterons les développements mathématiques qui servent à l'expliquer. On a vu précédemment que la matrice de rigidité globale d'un système peut être mal conditionnée, comme par exemple lorsqu'on entre des propriétés qui sont trop différentes d'un élément à l'autre. On a vu aussi qu'on doit s'assurer que globalement, la structure ne se déplace pas en mouvement de corps rigide. Pour cela, on doit empêcher les 3 translations de corps rigides sur la structure, ainsi que les 3 rotations de corps rigides. On a vu aussi que pour les rotations, il y avait différentes façons de s'y prendre pour éviter les rotations de corps rigides dans la structure. Nous verrons maintenant une source de problèmes un peu plus subtile. Les problèmes numériques, ce sont les problèmes de degré de liberté pour lesquels aucun terme de rigidité est associé dans la matrice de rigidité globale. Pour illustrer, considérons le problème suivant. Donc, on a ici 2 ressorts qui sont attachés un après l'autre, donc on pourrait dire que c'est 2 barreaux droits. Donc, on a déjà regardé ce problème-là précédemment. Et on a ici un nœud 4 qui est attaché à aucun élément, et sur ce nœud-là, aucune force n'est appliquée. Notre raisonnement d'ingénieur nous dirait, puisque j'ai aucune force d'appliquer, puisque je fais l'hypothèse qu'il n'y a pas de gravité ici, il ne va rien se passer au nœud 4. Il n'y a pas de force, il n'y aura pas de déplacement. Je vais pouvoir solutionner mon problème sans difficulté. Et on voit aussi, comme je le répète, que la force au nœud 4 ici est égale à 0, parce que dans notre matrice de rigidité, on va voir que la force au nœud 4 va être égale à 0 fois les déplacements à chacun des nœuds. Donc, si on écrit la matrice de rigidité de ce problème-là, on obtient ce qu'on avait déjà obtenu avec les rigidités de chacun des ressorts et les lignes puis les colonnes de 0 qui correspondent ici au terme de la matrice de rigidité associée au nœud 4. Le problème à résoudre serait celui-là ici. Donc, j'ai une force nulle au nœud 4, je ne connais pas le déplacement au nœud 4, donc j'ai un système 3 par 3. Ce genre de système-là est singulier parce que j'ai ici une ligne de 0. Ce qui va faire en sorte, c'est que je ne pourrais pas le solutionner, ce système. Donc, on voit ici que d'un point de vue de la formulation des éléments finis, si on a un nœud sur lequel aucun terme de la matrice de rigidité est associé, c'est-à-dire que si on a un nœud pour lequel tous les termes de la matrice de rigidité sont nuls, un nœud ou un degré de liberté, tous les termes sont nuls, à ce moment-là, on ne pourra pas solutionner notre problème d'éléments finis. Donc, la conclusion ici, c'est que les éléments attachent ou donnent une rigidité aux degrés de liberté qui sont sur les nœuds de modèle d'éléments finis. Il faut considérer peut-être d'un point de vue abstrait que chaque élément fini vient rajouter un petit ressort sur chacun des degrés de liberté à chacun des nœuds. Donc, à chaque nœud, on a 6 degrés de liberté. Donc, il faut que notre élément fini, qui est un modèle mathématique, vienne au moins donner une rigidité à chacun des degrés de liberté de chacun des nœuds du modèle. Autrement, on ne pourra pas solutionner le problème. Donc, pour éviter ça, il faut que, comme je disais tout à l'heure, que chaque degré de liberté soit attaché à au moins un élément, ou, si on ne peut pas le faire, de fixer le degré de liberté à 0, ou toute autre valeur. Par exemple, ici, dans ce problème, si je dis que U4 égale à 0, je peux effacer cette ligne et cette colonne à ma matrice de rigidité, et il va me rester finalement une matrice de rigidité ici qui va être 2 par 2, parce que j'ai effacé aussi cette ligne et cette colonne parce que j'avais 0 ici. Donc, je pourrais solutionner ce problème-là. Donc, dans Nastran, on crée par défaut 6 degrés de liberté par nœud, peu importe la nature du problème. C'est par la suite à l'utilisateur de veiller à ce que tous les degrés de liberté rencontrent les conditions mentionnées ci haut. Certains codes de calcul ont des algorithmes qui permettent de détecter ou corriger ces problèmes. On cherche des lignes et des colonnes de 0 dans une matrice, donc ça ne semble pas trop difficile. Dans Nastran, cette fonctionnalité est activée par la commande param auto-spc yes qui se trouve en haut du fichier de commande que vous utilisez dans le cadre du TP1. Mais personnellement, je préfère moi-même faire toujours le tour de mon modèle pour m'assurer que j'ai aucun degré de liberté qui est égal à, pour lequel il n'y a aucune rigidité associée. En effet, dans certains cas, lorsqu'on fait des calculs un peu avancés ou avec des MPC, avec des simulations de frottement ou des choses comme ça, il peut y arriver des fois qu'on a des problèmes de degré de liberté qui sont non attachés que les algorithmes n'arrivent pas à détecter. Donc, ici, je vous encourage, quand vous faites des modèles d'éléments finis, de toujours valider que tous vos degrés de liberté sont soit fixés à 0 ou attachés à une rigidité. On va regarder maintenant les degrés de liberté
que chacun des éléments retient ou active. Quand je veux dire active ou retient, ça veut dire la même chose. Donc, ça veut dire que dans la matrice de rigidité de la structure, cet élément-là met un terme de rigidité devant un degré de liberté donné. Dans l'élément de poutre, on a vu que l'élément de poutre fait intervenir les forces et les déplacements sur 2 nœuds. Et dans l'élément de poutre, on a les 3 forces et les 3 moments. Donc, dans l'élément de poutre, on fait intervenir les 6 degrés de liberté. Dans une poutre 3D, ce sont les 6 degrés de liberté parce qu'on va avoir la flexion dans 2 plans, l'extension perpendiculaire, on peut avoir la torsion, qui est le moment perpendiculaire à la section, ainsi que la flexion autour de Y et de Z locaux dans la poutre. La plaque à effet membrane et le panneau de cisaillement, cet élément fini est développé que pour reprendre des efforts dans le plan de la plaque ou du panneau de cisaillement. Et ce sont des efforts de membrane. Donc ici, on aura un déplacement en X et un déplacement en Y local dans l'élément fini. Là, on le rappelle, peut nous conduire à des contraintes ou des déformations epsilon X, epsilon Y et du cisaillement lorsqu'on a un déplacement approprié dans le plan qui va générer du cisaillement. Donc, l'élément de membrane va retenir que 2 degrés de liberté à chacun des nœuds. Donc, ça veut dire que cette plaque-là, qui reprend que des efforts de membrane, va retenir la translation en X et la translation en Y dans son plan uniquement. Les 4 autres degrés de liberté ne sont pas retenus. Ici, ça peut paraître contre-intuitif. Il faut savoir que les éléments finis sont des modèles mathématiques d'une structure. C'est pas comme si on prenait une plaque puis on la rentrait dans l'ordinateur puis qu'il y avait un code qui correspondait à la réalité de cette plaque-là. En fait, c'est des modèles mathématiques qu'on développe d'une part pour représenter une réalité d'autre part. Donc ici, dans le modèle de plaque à effet membrane, le modèle mathématique qu'on a développé néglige tous les autres effets autres que ceux de membrane. Donc c'est pour cette raison que cet élément fini-là ne va retenir que 2 degrés de liberté par ses nœuds, chacun de ses nœuds. Encore une fois, cela est exprimé dans le repère local de la structure. On verra cette particularité un peu plus tard. Les effets de plaques, des plaques à effet flexion, pardon. Donc, les plaques à effet flexion retiennent les rotations autour de X et de Y locaux. Donc, ce sont les rotations autour des axes locaux de la plaque et aussi la translation en Z, parce que la flèche de la plaque, c'est une translation dans la direction des Z locaux. Donc, pour une plaque à effet flexion, on retiendra 3 degrés de liberté par nœud. La rotation en X, la rotation en Y et la translation en Z. La plaque à effet membrane et flexion, donc lorsqu'on active l'effet membrane et l'effet flexion, on retient translation en X, translation en Y de l'effet membrane, translation en Z de l'effet flexion, donc les 3 translations sont retenues. On retient aussi la rotation autour de X et la rotation autour de Y. Encore une fois, tout ça, ce sont des degrés de liberté exprimés dans le repère local de l'élément. Donc, lorsqu'on a une plaque à effet membrane et flexion, on aura 5 degrés de liberté qui sont retenus à chacun des nœuds. Les 3 translations ici et les 2 rotations. L'élément rigide RBE2, l'élément rigide RBE2, donc on a vu que c'est un élément rigide RBE2, c'était pas un élément au sens propre, dans le sens que il n'y a pas une matrice de rigidité associée à l'élément RBE2. L'élément RBE2, on l'a vu, c'est une métacommande qui nous permet d'écrire plusieurs MPC. Par contre, il y a quelque chose d'intéressant ici à mentionner, c'est que cet élément active certains degrés de liberté, donc spécifié dans la commande RBE2, au nœud esclave. Évidemment, cet élément ne peut activer à un nœud esclave des degrés de liberté qui ne sont pas actifs au nœud maître. Donc, si vous avez un élément qui est attaché à un degré de liberté et que ce degré de liberté n'est pas retenu par cet élément, il ne peut pas être maître sur un nœud esclave parce que sa valeur va être indéterminée. Donc, voyons cela par quelques exemples pour illustrer le propos. Donc, on a ici dans ce problème-là, un problème qui est dans le plan XY global. Attention ici, hein? Donc, il faut bien suivre les axes locaux et globaux de nos éléments finis. Donc, ce problème est défini dans le repère XY global. On a des plaques, ça tombe bien ici, qui sont alignées dans le repère aussi XY global. C'est-à-dire qu'ici, si je trace mon axe X local, ce dernier va être parallèle à l'axe des X global. Pareil ici, si je trace mon axe Y local, celui-là est aligné avec l'axe des Y global.
On dit dans ce problème qu'on a uniquement des plaques à effet membrane. On se rappelle, dans une plaque à effet membrane, on n'a que 2 degrés de liberté qui sont retenus à chacun des nœuds. On a ici sur tous les nœuds du pourtour 1, 3, 4 et 6 que les degrés de liberté sont fixés à 0. Et aux nœuds 2 et 5, je rappelle, on n'a que les translations TX et TY. Donc sur cette plaque, il n'y a rien qui ne retient les déplacements en Z des nœuds 5 et 6 puisqu'on n'a pas défini dans ce problème-là une plaque à effet flexion. Donc ici, dans ce problème-là, bien que ça puisse paraître être une plaque simplement supportée avec des efforts, dans la réalité, ce problème-là serait en équilibre, mais puisque dans notre modèle d'éléments finis, il n'y a pas de rigidité associée à la translation en Z, ce problème-là va présenter des problèmes numériques, parce qu'aux nœuds 2 et 5, il n'y a rien pour retenir la translation en Z, et il n'y a rien non plus pour retenir les 3 rotations. Donc, dans ce problème ici, si on voulait éviter les problèmes de singularité, il faut absolument trouver le moyen de retenir la translation en Z, les rotations autour de X, Y et Z aux nœuds 2 et 5. Une première façon de faire ça, ce serait de remplir le champ MID2 pour activer l'effet flexion. À ce moment-là, on retiendrait le déplacement en Z et les rotations autour de X et de Y globaux ici, puisque notre plaque est alignée avec ces coordonnées-là. Par contre, ici, la rotation autour de Z ne serait pas retenue. Donc, pour pouvoir solutionner ce problème-là, il faudrait fixer à 0 la rotation autour de Z des nœuds 2 et 5. De toute façon, ça ne va pas changer le résultat puisque cette rotation-là n'a pas de terme dans la matrice de rigidité. Donc, si on le fixe à 0, on fait juste effacer une ligne puis une colonne de 0 dans la matrice de rigidité. Donc ici, pour solutionner ou pour résoudre notre problème de degré de liberté libre, dans la commande grid, dans le champ PSPC, on entrerait l'entier numéro 6. Voici un autre exemple. C'est là un petit peu plus compliqué. Donc, on a ici une plaque qui est comprise dans le plan XY, c'est l'élément numéro 2, et la plaque numéro 1 ici a son axe Y local qui est aligné selon l'axe Y global, et on a ici son axe X local, qui lui a une composante en X et une composante en Z. Ça, c'est très important. Et ici, on fait l'hypothèse que ce sont des plaques à effet membrane. Donc, l'élément numéro 2 retient TX et TY globaux aux nœuds 2 et 3. On l'a vu, l'élément numéro 2 est dans le plan XY et retient TX et TY aux nœuds numéro 2 et numéro 3. L'élément 1, lui, parce qu'il a son axe des X local qui fait une composante en Z, ici, et qui a une composante en X, cet élément fini-là retient les degrés de liberté TX, TY et TZ, parce que son axe X local a une composante en X et une composante en Z. Donc, aux nœuds 2 et 3, on a que les 3 translations ici sont retenues par les 2 éléments finis. Donc, la façon de traiter ce genre de problème, c'est de regarder nœud par nœud les degrés de liberté pour lesquels il y aura des termes dans la matrice de rigidité globale. Très important ici, on fait le bilan sur les nœuds et degrés de liberté exprimés dans le repère global de la structure. Donc ici, on a quand même les problèmes au niveau des rotations 4, 5, 6, puisqu'on a des plaques à effet membrane. Donc si on voulait résoudre ce problème-là, on pourrait activer l'effet flexion sur mes 2 plaques qui sont ici, et là, je n'aurais plus aucun problème, parce que ici, j'aurais des rotations dans la plaque numéro 1 ici, autour de Y, autour de X et autour de Z dans le repère global. Encore une fois, parce que le vecteur X local fait un angle ou a des composantes en X global et en Z global. Voici un autre exemple un peu plus compliqué. On a une structure ici où on a des plaques à effet membrane et flexion, des plaques à effet membrane ici, une poutre ici, des éléments rigides RBE2 et
des appuis sur la structure. Donc ça, on mélange plusieurs notions ensemble. Donc, dans cette structure, les degrés qui ne sont pas activés sont les rotations autour de Z pour les plaques et TZ, RX et RY aux nœuds 1, 2 et 3. En effet, ici, on a deux plaques à effet membrane et flexion. Donc ici, on a RZ qui est porte nue. Ici, on a RZ ici et ici, on a RZ qui est porte nue parce que les nœuds qui sont sur ce plan-là partagent des éléments à effet flexion et membrane et des éléments à effet membrane. Donc, on analyse nœud par nœud. Sur le nœud qui est ici, l'élément à gauche active tous les degrés de liberté sauf la rotation autour de Z. Par contre, au nœud 1, 2 et 3, de part et d'autre, j'ai des éléments à effet membrane. Donc, à cet endroit-là, ici, pour le moment, je n'ai que les translations X et Y qui sont retenues par ces éléments-là. Maintenant, dans la commande RBE2, si on écrit la relation suivante, RBE2, 101, le nœud 6, c'est le nœud maître, et les degrés de liberté ici, 1, 2, 3, 4, 5, 6, correspondent aux équations, 1, 2, 3, 4, 5, 6 qu'on avait déjà défini pour l'élément RBE2. Donc, on va activer ici les 6 équations. Donc, on va retenir ici les 6 degrés de liberté au nœud numéro 1. Ici, au nœud numéro 6, on a fixé à 0 tous les degrés de liberté. Donc, en écrivant cette commande-là, ça revient à dire qu'on va fixer à 0 tous les degrés de liberté ici au nœud 1. Si on avait la même commande au nœud numéro 5, ça fonctionnerait aussi. Le nœud numéro 5 est sur une poutre. Sur la poutre, j'active 6 degrés de liberté. Donc, les 6 degrés de liberté ici, maître, vont venir conditionner les 6 degrés de liberté esclave au nœud numéro 2. Donc, avec ces éléments rigides-là, puisque les nœuds maîtres sont sur les poutres, nous n'aurons pas de problème de singularité numérique. Par contre, si on avait choisi les nœuds de la plaque comme les nœuds maîtres et les nœuds de la poutre comme nœuds esclaves, on aurait eu des problèmes. En effet, ici, la rotation autour de Z, la rotation autour de Y, la rotation autour de X et la flèche en Z ne sont pas retenues au nœud numéro 2 par les éléments de plaque à effet membrane. Donc, on ne pourrait pas avoir comme degré de liberté mètre, par exemple, la rotation autour de X sur le nœud 2, parce que ce degré de liberté-là n'est pas retenu. Donc, on ne pourrait pas spécifier la rotation au nœud 5 autour de X à partir de celle au nœud 2, puisque cette dernière est indéterminée. Donc, si on récapitule, l'élément de poutre retient 6 degrés de liberté sur tous les nœuds, auxquels elle est connectée. Le panneau de cisaillement retient les degrés TX et TY, toujours une fois dans le repère local. La commande PShell avec le champ MID1, TX et TY. Avec la commande MID2, on rajoute TZ, RX et RY. L'élément RBE2 active les degrés de liberté esclave s'ils sont activés sur le nœud maître. Un degré de liberté actif, c'est un degré de liberté qui est accroché ou retenu par la structure. Donc, c'est un degré de liberté pour lequel, dans notre matrice de rigidité, on aura des termes non nuls. Donc, cela peut être directement par un élément, par un RBE2, par un MPC, lorsqu'il est esclave. Un degré de liberté libre, c'est un degré de liberté qui n'est pas retenu par la structure. Il doit être fixé d'une manière ou d'une autre si l'on veut éviter des problèmes numériques. Ça, c'est par exemple lorsqu'on a une matrice de rigidité où on a une ligne et une colonne de 0 associées à un degré de liberté donné. Vous aurez l'occasion de réfléchir à tout ça dans le cadre du TP1 lorsqu'on fera certaines modifications et lorsqu'on introduira des éléments rigides entre les plaques et les poutres du bouclier anti-radiation.